Bonjour à toutes et tous. Les événements au Rwanda entre 1990 et 1994 constituent l'une des pages les plus sombres et encore méconnues de l'histoire française de l'après-Seconde Guerre mondiale, et probablement le plus grand scandale d'État sous la Ve République. C'est le diagnostic de l'historien Vincent Duclercq, l'invité de cet épisode de La Grande Hache, sur l'attitude du pouvoir français, non seulement pendant la phase paroxystique du génocide des Tutsis, entre avril et juillet 1994, mais aussi pendant les années précédentes, où le génocide a été préparé. Bonjour Vincent Duclercq. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à l'occasion de la publication de votre livre « La France face au génocide des Tutsis » chez Talandier. Le voici. Vous n'êtes certes pas un polémiste ni un militant, vous êtes historien professionnel, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales. Par ailleurs, vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale. Vous êtes un historien de l'État, au départ. Vous avez commencé par étudier l'affaire Dreyfus. Puis, vous vous êtes penché sur les génocides. Vous avez étudié en particulier le génocide arménien, avant de vous voir confier, en 2019, par le gouvernement français, la direction d'une commission de recherche qui s'intitulait exactement « Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis ». Commission qui a remis son rapport au président Macron le 26 mars 2021, et ce texte est connu sous le nom de rapport Duclercq. Il y a 4 ans, un épisode de La Grande Hache avait déjà été consacré au génocide des Tutsis. J'avais reçu à ce sujet 2 historiennes et historiens, Hélène Dumas et Stéphane Audouin-Rousseau, et c'était le moment où Emmanuel Macron venait de mettre en place cette commission que vous avez présidée. Et aussi bien Hélène Dumas que Stéphane Audouin-Rousseau s'étaient montrés assez sceptique et peu optimiste sur la capacité d'une commission nommée par le pouvoir présidentiel, on va revenir sur les conditions de cette nomination, sur la capacité d'une telle commission à mener des recherches réellement indépendantes et critiques sur un sujet aussi délicat. Et il faut bien dire que les 30 années de déni au sommet de l'État, sur lesquelles vous revenez longuement, qui sont même un peu l'objet de votre livre, ces 30 années de déni avaient de quoi justifier une telle méfiance. Après la publication de ce rapport Duclercq, donc en mars 2021, Hélène Dumas et Stéphane Audouin-Rousseau sont revenus sur leur scepticisme initial, comme je crois l'essentiel de la communauté des historiens. Ils ont reconnu l'intérêt majeur et l'importance de ce rapport Duclercq. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas tombé dans la complaisance que l'on pouvait craindre du fait de l'origine gouvernementale de cette commission. Je cite encore votre livre récemment paru, qui prolonge donc le travail de cette commission avec les résultats de nouvelles recherches. Je vous cite, « La politique française au Rwanda s'apparente à un effondrement politique et moral, qui résulte d'une politique conduite par un groupe soudé de responsables décidés contre tous les savoirs accumulés sur le Rwanda. Politique opérée directement ou imposée au service de l'État, qui a refusé toutes objections ou oppositions, qui s'est entourée d'un discours fabriqué sur les intentions et les faits, et qui s'est prolongée par la dissimulation et l'intimidation même pendant des décennies. » Vous parlez là du comportement, en clair, de François Mitterrand, de son entourage, de la cellule Afrique à l'Élysée, du secrétaire général de l'Élysée, Hubert Védrine, ou encore, je crois, du Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur. Vous parlez aussi de désastre national et vous ajoutez « Cette politique révèle une faille très inquiétante dans le fonctionnement de la démocratie française. » Est-ce qu'il y avait, c'est le cas manifestement, besoin de ce livre 3 ans après la remise du rapport Duclercq? Qu'est-ce qu'il apporte de plus? En quoi est-ce qu'il prolonge ce rapport? Merci pour cette question qui est importante parce qu'effectivement le téléspectateur peut se demander, il y a eu ce travail collectif, c'est de la recherche collective, on reviendra peut-être sur les conditions de travail. Enfin, moi je peux effectivement le dire d'emblée qu'on a travaillé en toute indépendance et que ce n'est pas parce que le pouvoir politique demande un rapport de recherche que ce rapport est politique ou officiel. C'est-à-dire qu'on nous a confié une mission, du reste il suffit de regarder la lettre de mission du 5 avril 2019 qui me nomme en charge de réunir une commission de chercheurs d'historiens et de mener un travail durant 2 ans et de remettre un rapport de recherche. Donc ça, c'est très détaillé. Elle est disponible à tout public. Eh bien, cette
Cette lettre de mission installe bien un mandat de recherche qui est confié par le président de la République. Bon, je veux dire, parfois, il y a des mandats de recherche qui sont confiés par, effectivement, le ministère de la Recherche ou d'autres. Donc, c'est pas le problème, c'est pas l'origine, en fait. C'est simplement les conditions de travail. Nos conditions de travail ont été tout à fait celles de chercheurs, c'est-à-dire un accès à une documentation exceptionnelle. Parce que, justement, l'un des problèmes jusqu'en 2019, c'était la difficulté des chercheurs à accéder aux archives d'État. Et là, il y a eu un geste fort, et là, c'était permis par le politique, c'est de dire cette commission, elle aura donc un accès à toutes les archives conservées dans les centres d'archives, y compris les archives classifiées, ce qui veut dire aussi que la commission... Nous avions, je veux dire, une habilitation au secret de la défense nationale, ce qui n'est pas rien. Je veux dire, il faut savoir comment les juges d'instruction n'ont pas d'habilitation au secret de la défense nationale. Donc c'était un geste très très fort, et ça nous a permis, je veux dire, de travailler à fond dans tous les fonds d'archives, hein, fonds du président de la République, François Mitterrand, fonds des cabinets de l'Élysée. Fonds du ministre de la Défense, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Coopération, la DGSE, les films tournés par les soldats d'image de le CPA. Donc vraiment une masse considérable. Et c'est précisément cet accès qui nous a permis de bâtir ce rapport, hein, qui fait plus de 1200 pages, et un rapport qui est très lourdement appuyé sur la documentation, hein, et sur la méthode. Et il faut savoir que, en fait, toutes ces archives que nous avons citées, consultées, citées, référencées dans le rapport, sont ouvertes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout public peut aller aux archives nationales et consulter l'immense collection de nos archives. Donc, en fait, et ça, j'en viens effectivement à votre question, c'est que ce rapport, et on l'écrit bien en conclusion, hein, collectivement, ce rapport appelle de nouveaux travaux, de nouvelles recherches. D'abord parce qu'un travail de recherche n'amène pas à une vérité terminée, et bien sûr, vous le savez bien, vous aussi, eh bien, on continue à travailler, il n'y a pas de vérité définitive, il y a des éléments de vérité qui sont constitués, hein, qui sont, je veux dire, sur lesquels il est difficile de revenir, à moins de trouver de nouvelles sources, et donc à partir de là, on a posé un certain nombre d'acquis. Et donc, ces acquis doivent être poursuivis. La recherche doit être poursuivie, à la fois parce que la recherche, comme je l'ai dit, n'implique pas des vérités définitives, et parce qu'il y avait toutes ces archives qui ont été libérées d'une certaine manière par la Commission. Et donc, la Commission a demandé à l'État, au Premier ministre, hein, il y a 2 dérogations générales qui ouvrent tout le fonds Mitterrand, est ouvert à tous les chercheurs. Et de ce point de vue-là, moi, j'avais effectivement décidé très vite de continuer à titre personnel, sans plus être président de cette commission, avec, je n'avais plus d'habilitation au secret de la défense nationale. Donc, mais comme chercheur ordinaire, j'ai voulu continuer, d'abord parce que, et vous l'avez rappelé, au départ, je suis historien de l'État. À travers l'affaire Dreyfus, j'ai mené avec Marc-Olivier Baruch un grand collectif sur les serviteurs de l'État 1870-1940. Et de ce point de vue-là, l'État, les archives m'intéressent beaucoup. Et il m'a semblé, effectivement, en travaillant donc avec la commission de recherche, et je tiens à souligner quand même le travail tout à fait remarquable de mes collègues, 12 collègues avec lesquels on a signé le rapport, hein, et les conclusions, eh bien, on a vraiment mesuré l'importance des archives d'État pour établir finalement des conclusions qui, vous l'avez rappelé, sont très sévères, mais elles sont sévères à juste titre, hein, sur la documentation et non pas sur des accusations ou des représentations. Une des choses très impressionnantes en lisant ce livre aussi, hein, c'est la place des archives, hein, absolument fondamentale, qui est au cœur de votre travail d'historien. Pour en finir avec, disons, les interrogations, les doutes au moment de la nomination de la commission, il y avait eu des controverses, en particulier sur sa composition. Si je me souviens bien, des gens qui avaient été écartés. J'ai cru comprendre aussi en vous lisant que vous avez subi des pressions, malgré tout, au fil de votre travail. Vous dites à un moment donné que vous avez même dû finalement quitter la direction de votre laboratoire, par exemple, hein. Donc c'est bien que les choses n'étaient pas acquises quand même, et que ça a été sans doute quand même un combat aussi de pouvoir rester critique, et en l'occurrence très critique, puisque les archives portent à l'être. Oui, alors les archives,
et justement, dans le cas de ces sujets avec d'immenses controverses, parce qu'il faut quand même se rendre compte que il y a effectivement, vous avez parlé de l'entourage de François Mitterrand, le déni qui a duré 30 ans, c'est en fait, voilà, la France n'a aucune responsabilité dans le génocide des Tutsis. Au contraire, elle a tout fait pour empêcher donc le génocide, et il est scandaleux, je veux dire, de poser cette question donc du comportement des autorités françaises. Donc ça, c'était quand même un déni très fort, et un déni, il faut le reconnaître, que le président Macron a refusé d'endosser, alors que François Hollande, d'une certaine manière, n'a rien fait sur le sujet. Il a endossé le déni. Il faut être aussi clair sur ce sujet. Et de ce point de vue-là, donc, il y a eu la volonté, finalement, de passer par la recherche historique pour aussi permettre peut-être à ce que les deux pays se reparlent à nouveau. C'est-à-dire que, et c'est très intéressant si on reprend, je fais juste une petite parenthèse à propos de l'Algérie. Bon, Emmanuel Macron a souhaité effectivement confier à Benjamin Stora un rapport face à une autre crise mémorielle, parce que c'est ça, on est dans des crises mémorielles majeures, à la fois, je veux dire, entre la France et l'Algérie, ou là, entre la France et le Rwanda, et au sein même, je veux dire, de la société française, qui est déchirée sur ces sujets. Et donc, c'est intéressant parce que, en fait, il a été demandé à Benjamin Stora, et il a remis un rapport, en fait, sur des propositions mémorielles. Et d'une certaine manière, quand vous répondez au mémoriel par du mémoriel, vous sortez pas du conflit. Et là, l'intérêt, et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que là, on allait répondre au mémoriel par, finalement, un travail historique, sur lequel, au fond, les parties adverses peuvent après discuter. Donc c'est très intéressant, même d'un point de vue diplomatique, je dirais. Bon. Mais pour revenir sur vraiment le fond du travail, moi, j'ai accepté, alors même que, effectivement, il y avait donc un certain nombre de collègues qui s'estimaient directement concernés par le sujet, et donc pouvant prétendre absolument à la direction de cette commission. Bon, il est vrai que moi, j'avais quand même travaillé de nombreuses années. Ou juste à la participation, peut-être. Voilà. Oui, ou de la participation. Ouais. Mais voilà, donc, il y avait quand même des questions, voilà, de priorité aussi, qui ont fait que bon, j'ai été assez malmené, ça c'est certain, mais en même temps, je suis pas là pour effectivement me lamenter, et puis j'ai pris des risques. Non, Voilà, mais c'est une j'assume. réalité. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant de voir que ça ne s'est pas fait facilement, non, malgré tout. Non, mais c'est vrai, oui. Oui, ça, effectivement, vous avez raison. Oui, j'ai été écarté de mon laboratoire du centre Raymond Aron. J'avais un poste poste associé à Sciences Po. Eh bien, il n'a pas été renouvelé, et je sais pourquoi. Et j'ai les documents qui le montrent. Je veux dire, je ne parle pas, je veux dire, de manière en l'air. Mais en fait, c'est voilà, c'est aussi l'idée que à partir du moment où on vous confie, le pouvoir vous confie une mission, une recherche, forcément les vicier. Et moi, je pense que la démocratie, c'est quand même d'accorder un minimum de sincérité au pouvoir politique. Parce que sinon, on est effectivement dans le complotisme permanent. Et pourquoi, au fond, avoir une démocratie ? Donc, il y avait je suis désolé de le dire, il y avait une démarche sincère de la part d'Emmanuel Macron, de son conseiller Afrique, pour essayer d'avancer. Mais ça n'empêchera pas de penser malgré tout que c'est aussi parce que, de leur point de vue à eux, c'est quelque chose qui a refroidi. C'est-à-dire que les intérêts actuels, brûlants, ailleurs, ne sont pas en cause, que vous avez pu presque avoir la bride sur le cou, en quelque sorte, même si bon, ça n'a pas été si simple que vous le dites. En tout cas, c'est un risque que le pouvoir a pris aussi. Dans quelle mesure est-ce que c'était vraiment un risque ? Est-ce que c'est pas qu'on est après coup, voilà, et qu'aujourd'hui, autant Hollande était dans la tradition mitterrandienne, et le moins qu'on puisse dire, on va y revenir, c'est que le rôle de François Mitterrand n'est absolument pas reluisant dans cette affaire, et la Mitterrandie en général, autant Emmanuel Macron, bon, n'est plus dans cette histoire-là. Et c'est quand même aussi ce qui a permis, je veux dire, c'est une fenêtre, en quelque sorte, sans... Voilà, vous parlez de sincérité ou de foi quand même minimale à garder dans la sincérité des institutions. C'est aussi une affaire de circonstances, peut-être. C'est une affaire de circonstances, mais il n'empêche que Emmanuel Macron aurait pu très bien, au fond, ne pas ouvrir ce dossier, qui l'amenait forcément à avoir de multiples oppositions, des craintes. Les armées étaient très inquiètes, en fait, aussi, il faut le dire. On pourra revenir aussi sur le rôle des armées, c'est important. Et donc, oui, il y a eu une prise de risque. Moi-même, j'ai opéré une prise de risque, parce qu'il m'a semblé que lorsqu'on a la possibilité d'un accès global aux archives d'État,
eh bien, on ne s'arrête pas à des considérations de carrière ou autre. Hein. On y va, c'est fondamental, parce que ce genre d'opportunité ne va pas se répéter. Là, c'est priorité aux sources de la recherche pour faire de la recherche. Donc ça, pour moi, c'était absolument évident. Et en plus, on a choisi, même si ce n'a pas été parfaitement respecté, mais bon, on a fait en sorte que ça l'est, d'avoir des membres de la commission, hein, des chercheurs et des historiens, qui n'aient pas travaillé sur le génocide des Tutsis, mais qui soient compétents sur les génocides, sur l'histoire de l'État, sur le droit, sur les archives. De manière aussi à, au fond, un peu dépayser, je dirais, la recherche. Une recherche, en plus, sur le Rwanda, il faut le savoir, qui est extrêmement clivé, avec, je veux dire, des courants qui ne se parlent plus, etc. Bon, avec aussi un poids idéologique assez fort. Donc, finalement, on en a pris une distance à l'égard de ce milieu qui nous en a beaucoup voulu, mais en même temps, c'était pour le bien public, je dirais. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, la réception du rapport a été positive. Positive aussi parce que, en fait, on a vraiment essayé de faire notre travail de chercheur, c'est-à-dire d'expliquer notre méthode, d'être très méthodique. Hein. Donc, il y a 6 chapitres chronologiques, un chapitre thématique dans le rapport. Et donc, pour revenir, si vous voulez, sur mon livre, parce que c'est vrai qu'il y a une question, pourquoi, effectivement, après un tel rapport, donc ce livre, d'abord parce qu'il m'a semblé qu'il était important de revenir sur les acquis du rapport. Je pense que, je veux dire, la recherche en histoire, c'est de constater des acquis et puis après d'avancer. Donc, ces acquis, c'est vrai qu'il y avait 1200 pages de rapports de la commission Duclercq. Là, j'ai fait un effort pour les synthétiser, pour aboutir à, au fond, ce qu'on avait déjà établi. Et puis, revenir aussi sur un certain nombre d'archives extrêmement riches qui peut-être n'avaient pas été, faute de temps, parce qu'on a eu 2 ans, c'était quand même pendant la crise Covid, donc tous les documents n'ont pas été forcément analysés au cordeau. Moi, j'ai repris des documents, et puis surtout, et moi ça me paraissait très important, il y avait 2 grandes raisons. D'abord, aller plus loin sur les raisons, je veux dire, au fond, de la manière dont la politique française cautionne, soutient inconditionnellement un régime qui prépare le génocide sans que la France s'associe. On le redit. On va y revenir. On va y revenir. Mais quand même, je veux dire, la question incroyable, c'est comment est-ce que on a une démocratie en France, un régime qui, je veux dire, est à ce point associé à un régime génocidaire, pré-génocidaire, et donc qui prépare le génocide. Alors qu'il y a des gens, des chercheurs français, des acteurs, des journalistes... Oui. Des hommes politiques, qui préviennent. Des diplomates, des officiers. C'est pour ça que c'est une histoire. On va y revenir. Et d'une certaine manière, dont Jean-Pierre Chrétien, qui est un des grands historiens du Burundi, du Rwanda et du génocide des Tutsis, lors du colloque que nous avons organisé avec des collègues du Rwanda en septembre 2023 à la Sorbonne, a rappelé que finalement, on est dans une perspective d'affaire Dreyfus, c'est-à-dire un déchirement, des affrontements, mais des affrontements éthiques et au sein de l'État. Donc ça, c'est absolument passionnant. Et ça, je voulais vraiment revenir sur cette dimension-là. Et puis, la deuxième raison, c'est que j'ai découvert de nouvelles archives. Un rapport notamment extrêmement troublant qui émane probablement, qui émane de la demande de l'Élysée sur la guerre contre-insurrectionnelle, d'où ma possibilité, en collectant aussi toute une série de données, de dire qu'il y a eu une tentation algérienne. Alors ça m'a vraiment sidéré de lire ce chapitre-là. On peut tout de suite l'expliquer. Qu'il y a, là vous y faisiez allusion, de la part de François Mitterrand, de son entourage, finalement, l'idée que l'on va former les Hutus, le pouvoir Hutu, pré-génocidaire, pendant les 3 années qui précèdent, qui est engagé dans le combat contre les démocrates Hutus, les Tutsis qui résistent. On va les former à la guerre contre-insurrectionnelle telle qu'elle a été théorisée, mise en pratique, expérimentée par l'armée coloniale française en Indochine, puis en Algérie, avant d'être exportée, on le sait, vers les régimes de type fasciste, militaire, sud-américain. Ça, c'est tout à fait saisissant de voir François Mitterrand, qui a quand même eu des responsabilités pendant la guerre d'Algérie, qui est issu de cette histoire lui aussi, être à la tête de ce renouveau, en quelque sorte, de ce transfert d'expérience terrible de la France vers les autorités rwandaises Hutus. Ouais. Alors,
Ce qui est très important, c'est de constater que François Mitterrand n'a pas donné des ordres écrits précis de dire, voilà, donc il faut penser une nouvelle stratégie en Afrique pour tenir des États comme le Rwanda avec des forces spéciales dans un contexte, je veux dire, de la fin du bloc de l'Est, du fait qu'il y a moins de moyens aussi pour la coopération militaire. C'est notamment le ministre Pierre Joxe qui veut effectivement limiter les moyens. Donc il faut effectivement repenser finalement toute la présence militaire française et c'est là où avec le Rwanda ça devient extrêmement inquiétant, effrayant même, c'est ce glissement donc où l'on passe de l'ennemi extérieur, c'est-à-dire globalement les opposants Hutus au régime donc pré-génocidaire d'Abiyarimana et les Tutsis exilés donc qui ont fui les massacres depuis 1959. Ils sont notamment en Ouganda. Et donc, il lance une offensive, le Front patriotique rwandais lance une offensive donc le 1er octobre 1990, qui est brisée par la coopération militaire française et par l'envoi aussi d'unités de combat, théoriquement pour protéger les ressortissants français, mais on le voit très bien, pour armer véritablement le régime face à l'ennemi extérieur. Sauf que ce n'est pas un ennemi extérieur, puisque ce sont des opposants rwandais et des Tutsis rwandais. D'où à la fois la volonté, y compris de dire à l'attaché militaire de défense sur place, trouver les preuves de l'implication de l'Ouganda dans cette attaque, alors que les preuves n'existent pas. Hein. C'est une attaque, effectivement, c'est une résolution intérieure, je dirais. Bon. Et en fait, la caution accordée au régime Abiyarimana, le régime du Hutu Power, comme on va l'appeler, eh bien, c'est véritablement de se défendre de l'ennemi extérieur, donc l'Ouganda, mais de se défendre aussi de l'ennemi Tutsi. Et en fait, l'ennemi Tutsi, c'est le Tutsi, c'est la minorité Tutsi qui reste encore au Rwanda. Et ce fameux rapport Canova, c'est de dire, voilà, il y a des régions, notamment les régions nord où attaque le Front patriotique rwandais, qui sont favorables donc au FPR. Il faut s'en méfier, il faut organiser finalement des formes d'autodéfense militaire. Il y a tout un registre avec notamment la dichotomie ami-ennemi, par exemple, qui est l'obsession. Et moi, j'ai essayé de développer le concept d'ennemisation en fait des Tutsis via la volonté d'abattre le FPR. Et la France n'est pas en guerre contre le FPR. La France soutient un régime, mais progressivement, avec effectivement cette vision, le FPR devient l'ennemi intime, je dirais, de la France, et pas de la France, en fait, du pouvoir mitterrandien. Et c'est là où on revient à l'histoire de l'État, à travers aussi toujours de la documentation. Je veux dire, moi, vraiment, tout est documenté, ne serait-ce que parce que, effectivement, il y a toujours, quand on écrit sur le Rwanda, le risque d'un procès en diffamation. Et donc là, je suis armé pour donc apporter les preuves archivistiques et les produire. Et du reste, elles sont très largement ouvertes. Hein, et notamment les archives que j'ai découvertes, hein, notamment le rapport Canovas, je les fais verser aux archives militaires, à Vincennes. Donc, j'ai vraiment respecté la démarche de l'historien et la régularité, la législation sur les archives. Et donc, en fait, c'est cette action du pouvoir de l'Élysée, donc avec vraiment une vision idéologique, hein, très clairement sur l'Afrique, elle se fait au prix d'illégalité, c'est-à-dire que l'Élysée, qui n'est pas du tout un acteur opérationnel, au fond, la présidence a un gouvernement. Du reste, la Constitution dit bien que le gouvernement donc détermine et conduit la politique de la nation. Mais pour la politique étrangère, on a toujours parlé de ce précaré gaulien. Oui, mais ce précaré indépendant, dont Mitterrand a usé et abusé. Voilà, mais sauf que ce précaré n'est pas dans les constitutions, que du reste, quand Édouard Balladur va arriver donc, comme Premier ministre de cohabitation, il va imposer, en théorie, à François Mitterrand le partage des domaines réservés. Donc ça veut dire que, au fond, le gouvernement, le Premier ministre peut revendiquer précisément de mener la politique de la nation, y compris en matière militaire en Afrique. C'est écrit dans la Constitution. Et ce qui va se passer, c'est que, et là, c'est là où je parle le plus grand scandale d'État, parce que le plus grand scandale de la Ve République. Pourquoi ? Parce que on a en fait
font une compromission majeure quand même du fonctionnement des institutions au niveau élyséen, avec des chaînes parallèles. Je veux dire, le chef d'état-major des armées est totalement court-circuité. C'est lui le chef des armées. Eh bien, il n'opère plus et il doit donc avaliser toute une série de décisions qui sont à la fois décidées mais aussi exécutées directement par l'état-major particulier, par, au fond, ce qu'on appelle les états-majors de l'Élysée. Et donc, cette compromission très grave et de mon point de vue, illégale, toute une série de, je veux dire, à la fois les accords entre la France et le Rwanda qui ne sont pas respectés, les institutions, la Constitution, même, je veux dire, la nécessité de respecter la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, tout ça fonde des illégalités que l'on peut constater. Et en fait, donc, ces illégalités, à quoi elles mènent? C'est ça ce qui est terrible. Elles mènent à ce que la France se retrouve très lourdement impliquée dans le processus génocidaire. Et c'est pour ça que c'est le plus grand scandale d'État de la Ve République. Alors, si on repart des événements, et c'est ce que fait votre livre, de façon chronologique, revenons un petit peu sur les circonstances. À partir de 1990, il y a un engagement de la France dans le soutien à ce régime extrémiste Hutu, dont on pouvait voir, et vous le montrez très bien document à l'appui, qu'il préparait un génocide pendant ces 3 années-là. Puis arrive le temps du génocide lui-même, qui est déclenché par un attentat contre le président Hutu, pourtant lui-même, disons, responsable de la préparation du génocide, mais qui semble avoir été débordé sur son extrême droite par le Hutu Power. Immédiatement, dans les heures qui suivent le moment où l'avion du président s'écrase, des barrages sont mis sur les routes un peu partout par le Hutu Power, et le massacre commence. Et jusqu'en juillet, donc, il se poursuit. On met un mois à peu près avant que les Nations Unies parlent de génocide. On va revenir sur ce qui se passe en France à ce moment-là, entre Édouard Balladur, François Mitterrand et Alain Juppé, qui est ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas. Plus d'1 million de morts. C'est absolument abominable. Je crois d'ailleurs que les chiffres ont évolué, puisqu'il me semble qu'on disait encore autour de 800 000 il y a quelques années. Avant donc que le massacre cesse, que le front patriotique rwandais prenne le dessus de Paul Kagame, et finisse par prendre le pouvoir. Suit la période du déni, qui s'est poursuivie finalement jusqu'au rapport, pendant laquelle les acteurs, certains sont morts évidemment, mais d'autres, par exemple Hubert Védrine, sont toujours là, ont lutté pied à pied pour défendre leur action et dénier un certain nombre de choses que vous établissez pourtant absolument formellement, à savoir qu'on savait, non seulement on savait ce qui se passait à partir d'avril 1994 pendant le génocide, mais on avait su dans les années qui précédaient, et cela avait été beaucoup dit au fond, mais le pouvoir l'avait ignoré, on savait que le régime soutenu par la volonté de François Mitterrand et par la France préparait ces crimes. Voilà en gros les 3 temps. Peut-être qu'on peut commencer par revenir sur votre première partie, et parce que vous analysez justement des choix de type France-Afrique, au fond, post-coloniaux, néo-coloniaux, de la Ve République de François Mitterrand, consistant à soutenir ce régime pourtant indéfendable. Alors ces trois temps sont tout à fait essentiels et quand même nous mènent en gros de l'indépendance du Rwanda en 1962 à nos jours. Donc c'est quand même aussi de la longue durée. Et, enfin, l'historien il travaille sur les événements donc de courte durée, mais aussi sur la longue durée. C'est la longue durée qui permet de comprendre un certain nombre de structures et de pesanteur. C'est vrai que pour ce livre, particulièrement, le choix a été fait d'une chronologie très méthodique. C'est aussi le choix de mon éditeur, David Bartilla, Judith Simoni. Donc c'est un livre qui a vraiment été porté aussi par Talandier, et je tiens à saluer aussi le travail des éditeurs de ce point de vue-là, parce que l'objectif c'est quand même de s'adresser au public. Vous voyez, la notion de public, le public doit savoir ce qui s'est passé dans notre pays, notamment entre 1990 et 1994, et aussi pourquoi est-ce que finalement la vérité historique a été combattue jusqu'en 2019, où là les choses commencent à bouger très nettement. Peut-être un dernier point sur cette longue durée, à chaque étape, vous avez au sein de l'État, dans le public, chez les historiens, parmi les journalistes,
eh bien, des individualités qui combattent pour dire ce n'est pas ainsi, on constate ceci. Donc ça veut dire aussi que la France a beaucoup de ressources. Donc c'est pas une histoire totalement accablant dans le sens où finalement tout un pays se serait jeté donc à corps perdu donc dans le soutien à Abiyarimana et indirectement au génocide des Tutsis. Non, il y a eu de très fortes résistances et mon livre c'est aussi un hommage, je veux dire, à ces hommes et ces femmes qui sont d'un grand courage. Il faut le reconnaître. Il y a des témoignages en particulier de militaires là qui ont découvert les rescapés de Bicécero qui sont absolument poignants sur le fait que les militaires étaient déchirés, c'est-à-dire qu'ils voulaient intervenir, je veux dire, ils voulaient intervenir pour sauver les populations en détresse. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel il faut bien se rendre compte. Alors, pour revenir sur la longue durée, la première partie, très brièvement, c'est en fait donc une ancienne colonie belge, donc belge francophone, c'est aussi le cas du Burundi, dans une région des Grands Lacs, qui est une région qui a été largement colonisée par les Britanniques. Donc c'est certain que pour la France, tenir, voire s'emparer, c'est le cas de François Mitterrand, de ces deux colonies, et particulièrement du Rwanda, parce que qui est présenté selon les clichés comme la Suisse de l'Afrique, c'est le contraire. C'est un des régimes les plus effroyables donc qui existent en Afrique. Il faut quand même le souligner. Mais du point de vue des ressources et du point de vue peut-être de l'intérêt économique. Voilà. Et puis de cette place stratégique. Alors c'est très important pour le second mandat de François Mitterrand, mais peut-être qu'avant on peut effectivement rappeler un point très important de cette colonisation, c'est la construction racialiste. C'est-à-dire que en fait les Belges se sont appuyés sur le groupe dominant, le groupe social dominant, c'est-à-dire les éleveurs, donc une minorité, et qui ont été nommés les Tutsis. Mais les Tutsis, ça désignait donc ce groupe social, un peu comme on dirait les aristocrates, tous les bons. Et en fait, ils les ont racisés, dans une logique européenne. Voilà, tout à fait, des sciences raciales qui a été durcies, enfin des divisions qui ont été durcies, ontologisées, c'est devenu l'être même des personnes. Et après l'indépendance, finalement, les acteurs eux-mêmes ont d'une certaine manière, beaucoup d'entre eux en tout cas, intégré. Mais oui, alors, cette idée. Non seulement, mais intégré, qu'au Rwanda, se sont pensés comme Hutus et Tutsis. Il y a cette pression, parce qu'effectivement, en 1959, au fond, les Belges soutiennent une révolution dite sociale, en fait une révolution raciale, donc qui vise à ce que les Hutus renversent ce pouvoir dominant Tutsi. Et les premiers grands massacres datent de 1959. Et en 63-64, vous avez des voix très informées qui disent qu'on est dans un processus génocidaire. Donc, et ces massacres se répètent. C'est pour ça qu'il y a un exil important, donc en Ouganda, au Zaïre, au Burundi, en Tanzanie, des Tutsis. Et en fait, oui, ce qui est saisissant, alors même que sur place, un certain nombre d'analystes, diplomates, je pense à Yannick Gérard, qui est l'ambassadeur de France en Ouganda, son second, qui est Antoine Anfré, qui va devenir ensuite le rédacteur Rwanda, et qui aujourd'hui, il faut le rappeler, fait un très beau travail à Kigali. Il a été nommé ambassadeur de France au Rwanda. C'est une histoire assez incroyable, d'une certaine manière. Ce qu'il a fait il y a 30 ans, effectivement, a validé, je dirais, ses hautes compétences. Et ça, c'est ce qui a été montré en particulier dans le rapport. Et donc, il y a toute une série d'acteurs qui disent bien, attention, cette racialisation ne correspond pas du tout à la société rwandaise, qui justement est en train de se débarrasser de ce racialisme, les mariages mixtes s'accélèrent, d'où en fait la volonté du Hutu Power d'en appeler à l'ennemi intérieur Tutsi pour continuer cette racialisation. Et ce qui est le plus terrible, c'est que, alors même que il y a beaucoup de ressources en France qui expliquent que il n'y a pas d'ethnie au Rwanda, il y a une même religion, un même pays, une même langue, eh bien on continue. Et donc on continue, pourquoi ? Parce que il y a cette logique qui est écrite dans les textes, notamment l'Élysée, c'est de dire, au fond, le président que nous soutenons, le président Abiyarimana, il est Hutu. Selon le système donc des quotas et des dénombrements, il représente 85% de la population. Donc c'est la démocratie, puisqu'il représente 80%. Et on est là, déjà, ça donne une idée assez particulière de la conception de la démocratie en Afrique. Et puis, c'est totalement faux, dans la mesure où il n'y a pas effectivement d'ethnicisation et que, en allant vers ce soutien à Abiyarimana comme président Hutu, on renforce en fait la persécution, enfin l'identification des Tutsis et donc leur persécution. Et ça, donc ça se prolonge avec quand même
Donc d'abord le soutien du général de Gaulle, puis Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est à l'occasion du mandat de Valéry Giscard d'Estaing qu'est signé un accord de défense assistant gendarmerie. Donc c'est quand même un accord très très limité. Et l'idée étant, qui était du reste assez intéressante, c'est de créer une gendarmerie nationale pour éviter que finalement l'ordre sur les collines ne soit assuré par les cellules du parti unique, hein, le MRND, et donc de créer un peu d'état de droit en fait. Hein. La gendarmerie, elle sert aussi à ça, elle sert d'abord à ça. Et donc c'est très limité. Et puis arrive effectivement le mandat de François Mitterrand. Une visite en 1982 où là, entre les deux présidents, il y a vraiment très vite une relation personnelle qui se lie. Et il y a une relation très forte entre les deux présidents qui, je veux dire, a été niée par l'entourage de François Mitterrand, mais qui existe. On en a la preuve. On a effectivement le fait que Habyarimana, par exemple, se prévaut systématiquement auprès de l'ambassadeur des décisions qui ont été prises à Paris. Et l'ambassadeur ne va pas dire non, moi je n'ai pas ces instructions et je vous refuse tel armement, etc. Bon. Donc la fidélité personnelle, c'est une constante dans l'histoire de François Mitterrand. On le sait, c'est une manière de gouverner. Complètement. Et avec en plus, même, je vais un passage donc avec leurs fils respectifs. Hein. Jean-Christophe Mitterrand est quand même conseiller Afrique en 1991 et il est très proche de Jean-Pierre Habyarimana, qui est le fils du président dictateur rwandais. Donc ça veut dire que s'installe quand même dès 1982 une relation que j'ai qualifiée de spéciale entre la France et le Rwanda via l'échelon présidentiel. Et là, ça c'est saisissant et c'est pour ça que c'est important aussi d'aller dans la longue durée, c'est qu'en 1983, il y a une affaire effroyable qui s'appelle l'affaire des femmes. C'est-à-dire que l'État profond, hein, les services paramilitaires d'Habyarimana arrête, torture des jeunes femmes émancipées, donc parce qu'ayant fait notamment leurs études à l'étranger, c'est-à-dire des femmes Tutsi, visées comme Tutsi, pour certaines compagnes de coopérants français, jeunes coopérants français, et simplement parce qu'elles sont traitées de vagabondes et de prostituées. Elles sont enfermées, enfin, c'est effroyable. Hein. Et du reste, les jeunes coopérants français sont tellement, je veux dire, scandalisés qu'ils vont alerter donc le journal Libération, très intéressant, Pierre Aski, hein, donc écrit un article sur le sujet. Dans Le Monde aussi, un certain François Robinet, qui est l'homonyme de l'actuel historien, intervient aussi. Et là, il y a une occasion qui est très intéressante, c'est que les Américains, qui aussi constatent ces sortes de pratiques terribles, donc disent clairement si vous ne libérez pas ces femmes, on arrête toute coopération. Et là, tout de suite, elles sont libérées. Et en fait, la chef de coopération, Thérèse Pujol, une femme remarquable, hein, demande au ministère de la Coopération une action forte de ce point de vue-là. Et en fait, on lui refuse cette action forte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression exercée contre Habyarimana. Et ça, le pli est pris, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on observe que Habyarimana obtient tout de la France. Alors bon, parfois, effectivement, quand il demande, par exemple, un appui-feu des Jaguars français ou quand il demande des moyens anti-aériens démesurés, on lui refuse. Mais globalement, le Rwanda, les forces armées rwandaises vont être suréquipées. C'est des forces armées rwandaises qui sont incapables véritablement de combattre, sinon d'éliminer l'ennemi extérieur ou de piller. Ouais. Donc, en fait, il y a des constats très, très clairs que la coopération militaire échoue. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à former une armée parce que cette armée, c'est d'abord une armée clanique qui recrute au nord chez les Hutus les plus extrémistes. Donc, on est effectivement devant une situation vraiment où la France, avec le Rwanda d'Habyarimana, avance vers le gouffre, si vous voulez. Donc ça, c'est effectivement le processus génocidaire. Et le processus génocidaire, il a été constaté, effectivement, à partir de 1990, par les acteurs sur le terrain. Le colonel Galinier, en particulier l'ambassadeur Martre, donc ils préviennent. Et puis, par exemple, les coopérants français adressent une lettre d'alerte sur le sort réservé à la minorité Tutsi. Donc, en fait, l'information, elle est disponible, elle vient de l'État, elle vient aussi de commissions. Il y a une grande commission présidée par Jean Carbonard, donc de la FIDH, la Fédération nationale des droits de l'homme, de janvier 1993. Il y a, je veux dire, des reporters sur le terrain. Enfin, je veux dire, la documentation ne peut pas échapper
à l'autorité politique. Et pourtant, l'autorité politique, c'est-à-dire la présidence de la République, continue la même politique et soutient Habyarimana, alors même qu'Habyarimana refuse toute démocratisation. C'est-à-dire qu'il y a ces fameux accords d'Arusha de partage du pouvoir, mais en fait, la France, à la fois les facilite, mais en même temps, il y a cette double politique, qu'on l'a compris, avec double politique et double chaîne hiérarchique. En réalité, parallèle. elle favorise son allié, le pouvoir dont elle juge, voilà. qui les conforme à ses intérêts. Voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que la France ne va rien faire pour sauver les ministres d'opposition qui ont négocié les accords d'Arusha. Et donc, c'est important les parce démocrates, que... finalement, voilà, les Hutus démocrates. Oui, absolument. Ouais. Et c'est très important parce que, en fait, un génocide n'existe... Donc la phase paroxysmique ne s'explique que par une lente et méthodique préparation. C'est le processus génocidaire qui vraiment s'accélère à partir de 1990, alors que justement les forces françaises, bien sûr, ne sont pas là pour appuyer les tueurs Hutus qui massacrent. Chaque année, il y a des massacres terribles et organisés. Mais cette présence militaire française donne un immense crédit à Habyarimana et au fond justifie auprès de l'opinion publique internationale et auprès de son opinion publique, l'élimination des Tutsis. Oui. Et là, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement grave qui montre, et on a vraiment une documentation très précise, mon livre s'est appliqué à reprendre tous les éléments de connaissance sur ces massacres organisés qui ont un caractère génocidaire. Et ça, effectivement, s'est établi dès le moment de l'événement. C'est pas... On n'est pas là à dire on connaît la fin de l'histoire et on fait du rétrospectif. Non. Ça veut dire qu'il y a des moyens de voir et d'agir en conséquence. Alors, le résultat de tout ça, le diagnostic final après coup, c'est que certes, il n'y a pas de complicité de la France dans ce génocide, de complicité proprement dite, parce qu'il n'y a pas eu de volonté de s'associer aux assassinats, à la destruction des Tutsis. Mais il y a je vous cite, des responsabilités qui sont lourdes et accablantes parce que ce comportement de la France, pour des raisons qui lui étaient propres, à la France, à François Mitterrand, à son entourage, au fond, a rendu possible le génocide. Alors, qu'il l'ait rendu possible, ça, je crois que c'est une formule du rapport Muse, du rapport rwandais, puisqu'il y a eu aussi un autre rapport qui a été fait par les Rwandais et qui a été remis peu après le vôtre, je crois. Mais vous dites vous-même que les conclusions sont convergentes, ce qui est tout à fait intéressant, parce que ces deux parties, il y a un ressentiment contre la France important, évidemment, au Rwanda, mais néanmoins, il y a une convergence. Et sur l'idée, donc, qu'il n'y a pas de complicité, mais que, et c'est quand même effectivement accablant, comme vous dites, le comportement de la France a rendu possible, autrement dit, si ce comportement avait été différent, le génocide peut-être n'aurait pas eu lieu, il n'aurait pas eu lieu avec cette ampleur. Comment, quand même, si on y revient, comprendre et quelles leçons tirer du fait qu'il y avait beaucoup de lanceurs d'alerte, y compris à l'intérieur de l'État, des gens en place, vous le disiez, et qu'on n'en a pas tenu compte. Est-ce que c'est pas seulement un problème cognitif, c'est aussi l'idée de la part de François Mitterrand et de tout un milieu que ça se passe comme ça en Afrique, c'est une mentalité post-coloniale, au fond, celle de la France-Afrique. Voilà, il y a des choses terribles en Afrique, il y en a toujours eu, sans doute il y en aura-t-il toujours, on ne sait pas trop, mais enfin en attendant, au fond le problème c'est les intérêts tels qu'on les conçoit dans ces milieux-là de la France. Alors il est clair que la vision de l'Élysée de François Mitterrand est extrêmement importante, décisive. François Mitterrand est un grand Africain de la 4e République, il est très attaché au pays du champ, c'est-à-dire que il faut que la France conserve finalement un empire, surtout dans une perspective de modification des relations internationales après la chute du bloc soviétique. Et c'est pour ça que la prise de guerre, en fait, impériale du Burundi et du Rwanda, c'est essentiel pour contrer les menaces anglo-américaines. Prise de guerre impériale, mais on est vraiment dans les années 80-90, on est d'accord. C'est une manière de parler, officieuse de parler. Mais l'empire n'est pas seulement colonial, il y a un empire géopolitique. Culturel. Voilà, c'est ça. Et rappelez quand même que les Américains n'avaient aucune politique africaine à cette époque. Je veux dire, mais on était convaincus côté Mitterrand qu'il fallait contrer l'influence américaine au Rwanda, que c'était ça l'enjeu en fait. Mais bon, ça a été le même cas, je veux dire, en Bosnie, autour de la réunification allemande, c'était toujours effectivement à partir du second mandat, finalement, de Mitterrand,
l'adversaire, voire l'ennemi, c'est l'anglo-saxon, c'est l'anglo-américain. C'est assez troublant, hein, quand même, je veux dire, de voir au fond cette vision qui est dominante dans la politique internationale de François Mitterrand. Et en fait, de ce point de vue-là, le déclenchement du génocide, donc quelques heures après l'attentat donc contre le président Habyarimana et contre son homologue du Burundi, donc à l'approche de l'arrivée du Falcon 50 sur Kigali, ce déclenchement d'abord se fait immédiatement. C'est qu'on voit effectivement une préparation. C'est voilà, la fin de cette préparation et donc le début des massacres systématiques des opposants Hutus, démocrates, puis, et en même temps des élites Tutsis, puis de l'ensemble des Tutsis. Alors, là, effectivement, on peut, à partir du moment où là, le déclenchement de la phase paroxysmique est réalisé, il n'y a plus d'hésitation. On est devant un génocide. Et pourtant, eh bien, il y a une volonté de ne pas reconnaître le génocide. On le voit clairement donc à l'Élysée, au sein notamment des conseils restreints de défense, hein, où même on commence à expliquer que ça y est, les Tutsis vont massacrer les Hutus, ce qui montre aussi que, au fond, l'obsession, c'est la menace du Front patriotique rwandais et non pas du tout, effectivement, la menace du Hutu Power. Et même si Alain Juppé, courageusement, le 16 mai 1994, reconnaît le génocide des Tutsis, même si le 8 juin, les Nations Unies donc constatent des actes de génocide, eh bien, on le voit dans le communiqué du 18 juin de l'Élysée, le génocide n'est pas acté comme fait historique majeur jusqu'au discours de Biarritz, où, comme vous l'avez rappelé, Mitterrand va le dénier. Voilà, et il considère, et alors là, c'est un discours absolument terrible, il considère que l'Afrique, c'est finalement des tribus qui se font la guerre, c'est la violence, la barbarie, et bien sûr, un grand pays comme la France n'a rien à voir avec ces sauvages. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un moment absolument terrible quand même sur un plan intellectuel et moral de l'histoire de notre pays que d'avoir effectivement dire un tel discours, alors même que le jour même de ce discours, les Nations Unies créent le tribunal pénal international pour le Rwanda, chargé d'instruire pour les crimes de génocide. Donc là, on ne comprend plus rien, si vous voulez, de la manière dont fonctionne, si vous voulez, l'État en France. Hein. Et là, je pense que voilà, l'État au sommet, c'est-à-dire en fait les responsables politiques, avaient pour devoir de penser le processus génocidaire. Ils étaient informés et on doit exiger de nos dirigeants une bonne maîtrise et une bonne compréhension quand même de la connaissance. Mais on peut se dire, bon, c'est compliqué de repérer un processus génocidaire, bien qu'on sait ce qui s'est passé, je veux dire, pour les Arméniens, on sait ce qui s'est passé pour les Juifs d'Europe. Il y a quand même la Convention de 1948 dont la France est signataire. Donc il y a toute une série d'éléments qui permettent de comprendre. Mais on peut se dire finalement, voilà, il y a une mauvaise compréhension. Bon. Mais avec la réaction des autorités présidentielles au déclenchement de la phase paroxysmique, là, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire que la France aurait pu, d'une certaine manière, reprendre pied sur la réalité et dire, bon, ben voilà, effectivement, on s'est complètement trompé, on a soutenu un régime absolument terrible, et maintenant, effectivement, il faut le dénoncer, il faut le combattre, il faut donc, finalement, soutenir le Front patriotique rwandais qui est en train de lutter militairement contre les génocidaires. Hein, et interrompre les massacres. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le gouvernement donc d'Édouard Balladur, sincèrement, en fait, est effrayé par la situation humanitaire. La situation humanitaire, c'est à la fois les massacres de Tutsis, mais c'est aussi la fuite des Hutus, dont beaucoup sont quand même des tueurs, et qui fuient l'avancée des forces du Front patriotique rwandais, commandé par le président, par Paul Kagame, le futur président. Donc c'est une situation humanitaire terrible, et effectivement, il y a un début de choléra, etc. Et donc, voilà, face à une situation humanitaire, il faut agir. Donc, Édouard Balladur, Alain Juppé, François Léotard, qui est ministre de la Défense, donc sont sincères dans leur démarche. À l'Élysée, on voit effectivement l'opération, qui va devenir l'opération turquoise, de manière un peu différente, en se disant, bah tiens, c'est l'occasion de mobiliser des moyens militaires lourds pour contrer l'avancée du FPR et donc de remettre en selle le reste du pouvoir Hutu. Vous voyez, on reste encore et toujours dans la même logique. C'est ça.
Et donc franco-centré au fond, enfin, avec une vision française. Et absolument. Alors, je sais que c'est difficile de reconnaître ses erreurs, mais là, il y a un moment, il faut arrêter. Je veux dire, parce que le problème, c'est que la France officielle s'est enferrée dans une vision contraire à la réalité, qui a dégradé, mais de manière absolument énorme, l'image de la France en Afrique. Parce que l'image de la France en Afrique, jusqu'à la remise de notre rapport et le discours du président Macron à Kigali le 27 mai 2021, c'était pays colonisateur, jusqu'à, au fond, soutenir un génocide. Donc, et effectivement, ça empêchait toute évolution des relations entre la France et l'Afrique. Mais ça nous renvoie, si on regarde dans le détail ce que vous faites en permanence avec les archives, ça nous renvoie au mécanisme de fonctionnement précis de la Ve République. Je crois, à un moment donné, entre autres exemples frappants, il me semble que vous parlez d'un rapport de Pierre Jox à un moment donné, pour le président, qui est bloqué. Donc vous pouvez montrer qu'en fait, il n'a pas été transmis. Donc, Pierre Jox, qui était un ministre éminent, un homme de confiance, qui aurait peut-être pu être écouté par François Mitterrand, qui avait de l'autorité. Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée, bloque ce rapport. Donc la manière dont fonctionne la Ve République, et ça n'a pas dû s'arranger depuis que le Premier ministre finalement est presque un collaborateur du chef de l'État, et plus du tout. Vous parliez tout à l'heure du fait que la Constitution permettrait au Premier ministre d'imposer au chef de l'État ses vues ou une partie de ses vues en politique étrangère. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plus le cas aujourd'hui après la modification constitutionnelle qui a créé le quinquennat et indexé la législative, donc l'Assemblée législative, la mandature de cette Assemblée sur la mandature présidentielle. Dans le détail du fonctionnement de ces institutions, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la possibilité qui se passe, ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'un petit groupe, en réalité, tienne l'État, quand bien même au sein de l'État, il y a beaucoup de gens qui signalent la vérité et qui signalent que la catastrophe approche. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, déjà, Emmanuel Macron a souhaité un rapport dont le résultat, c'est quand même d'amener une lourde critique sur le fonctionnement de la Ve République entre 1990 et 1994. Et de mon point de vue, vu ce que j'ai pu constater, même si il y a une décision présidentielle forte, on le voit très bien, les garde-fous, les contre-pouvoirs existent. Enfin, moi, si vous voulez, justement, les leçons, je pense que les leçons, enfin, je l'espère, mais j'ai une certaine confiance malgré tout quand même dans nos hommes politiques, nos femmes politiques, c'est que les leçons justement qui émanent de l'affaire rwandaise, qui est majeure, sont tirées quand même. Et ça veut dire que voilà, le souci de la connaissance exacte de terrain, le fait effectivement de ne pas s'imposer contre l'avis d'une série de pouvoirs, parce que c'est le cas entre 1993 et 1994. Vous avez parlé de Pierre Jox. Pierre Jox a une vision très lucide et juste de la situation, notamment parce que, contrairement, je veux dire, à ce qui se dit de Roland Dumas, moi j'ai témoignage direct, c'est que Pierre Jox, lui, lit systématiquement tous les TD, les télégrammes diplomatiques. Et donc, notamment au Conseil des ministres, il sait très bien de quoi il parle. Et avec son cabinet, il y a un cabinet assez remarquable avec François Nicoulot, un chargé de mission qui est maintenant l'historien Jean-Pierre Filiu, que l'on connaît. Je veux dire, il documente très précisément le fait que le régime à Biarimana est infréquentable et qu'il faut arrêter effectivement cette coopération qui va mener, je veux dire, à la catastrophe. C'est pas dit ainsi, mais je veux dire, on voit bien les alertes. Les alertes, c'est celle aussi du jeune rédacteur Antoine Anfray. C'est une série effectivement, voilà, d'acteurs dans l'État qui disent c'est inconcevable finalement de fonder une politique de prestige, d'impérialisme avec un tel État. Ils ne sont pas écoutés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. Il y a effectivement une conscience quand même que justement ce fonctionnement donc autoritaire de la Ve République a mené à la catastrophe, c'est-à-dire a mené à ce que la France se retrouve effectivement en situation donc d'avoir cautionné si fortement le processus génocidaire et d'avoir refusé
la réalité du génocide de 1994. Donc, moi, je le souhaite, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre, avec le soutien de mon éditeur, c'est aussi de dire, voilà, notre rapport de 2021 a pointé toute une série d'éléments sur le fonctionnement des institutions. Alors, je dirais plus une pratique et une hyper-présidentialisation et aussi un système à l'Élysée extrêmement opaque, plus que, au fond, la Ve République elle-même. Parce que, finalement, je veux dire, Michel Rocard, c'est très intéressant, parce que moi, j'ai aussi tout le dossier de Michel Rocard que j'ai évoqué et qui, effectivement, donc, sera un jour publié. Michel Rocard est Premier ministre entre 1990 et donc jusqu'en 1991. Et il c'est 88, 91. Hein, oui, c'est 88, ces 3 années-là. Les 3 années qui précèdent. Voilà, c'est ça. Mais il est Premier ministre en 1990, au moment, effectivement, où le choix est fait. Voilà, de de soutenir militairement. Jusque-là, il y a une trentaine de coopérants. À partir du 4 octobre 1990, vous avez 2, 3, 4 compagnies de combat. Vous avez des forces spéciales qui sont positionnées sur la ligne de front. Vous avez toute une série, à un moment donné, vous avez des forces françaises au Rwanda qui sont extrêmement puissantes et qui, donc, en fait, font des démonstrations de force, d'une certaine manière, au service du régime. Et Michel Rocard indique, et ça a été documenté, notamment lors de la mission d'information parlementaire de 1998, qu'il a été... En fait, il a appris le déclenchement de l'opération Noroy par la presse. Ouais. Et en fait, lorsqu'après, on lui explique mais pourquoi, au fond, ne pas avoir agi, de ne pas avoir protesté, il a parlé d'une question de survie politique. C'est-à-dire que ce domaine-là, un Premier ministre ne peut pas l'aborder sous peine, effectivement, de perdre son poste. Et Édouard Balladur va faire un effort, justement, pour exiger le partage des domaines réservés. C'est pour ça que ça montre aussi que les domaines réservés, c'est pas, je veux dire, sont pas fixés dans le marbre. Le rapport de force le lui permet. Le rapport de force lui permet parce qu'on est dans une situation de cohabitation, chose qui est tout à fait impossible désormais dans le fonctionnement de la Ve République. Il n'y aura plus de cohabitation, a priori. On est d'accord, mais sauf que ça dépend. Et là, je pense que c'est vraiment, si vous voulez, un enseignement fort, en fait, de cette histoire. C'est le courage personnel. C'est-à-dire, il y a un moment donné où, quand même, vous devez rester capable de vous regarder le matin dans une glace et sachant que vous êtes porteur de vérité, parce que la vérité, c'est aussi quelque chose. Édouard Michel Foucault a bien parlé du courage de la vérité. Vous disposez de la vérité, ou en tout cas de faits de vérité. Et je veux dire, ces faits de vérité, ils sont objectifs. Ce n'est pas des représentations sur le régime Habyarimana, c'est des éléments concrets qui viennent aussi de rapports des Nations Unies, qui viennent notamment de... Les Belges aussi documentent très bien, je veux dire, ce qui se passe. En fait, le système d'assassinat mis en place donc au plus proche de la présidence Habyarimana. Et donc, une fois que vous avez ces éléments-là, eh bien, vous montez au combat, quelles que soient finalement les conséquences de votre action. Je crois que c'est fondamental, c'est ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est le message qu'il faut faire passer au monde, et vraiment le courage, c'est important, et aujourd'hui, donc, on a eu à cœur de le dire simplement, et dans mon livre, eh bien, il y a quand même, c'est pas, je veux dire, c'est pas, si vous voulez, je ne me force pas du tout pour constater effectivement le caractère visionnaire et courageux d'un certain nombre d'acteurs, y compris bien les commandos air donc qui découvrent les rescapés de Bicêtre le 27 juin. Ils sont commandés par un officier remarquable qui, le colonel Jean-Rémy Duval, qui au fond comprend tout à fait qu'il n'arrive pas dans une situation de massacre interethnique, il arrive sur un théâtre de génocide. Et c'est vraiment très intéressant de voir la capacité d'analyse qu'on attendrait aussi justement des dirigeants qui gouvernent la France à cette époque. Donc, vous avez quand même une forme d'optimisme. Vous dites, cet ouvrage révèle que des hommes et des femmes se sont battus pour la vérité au milieu d'un État républicain égaré.
dans une opération spéciale inconcevable, mais réelle. C'est l'historien de l'affaire Dreyfus aussi, et on en revient à cette histoire longue de l'État, de ses aveuglements, de la raison d'État, mais aussi des résistances internes, puisqu'à la fin, Dreyfus a été réhabilité malgré tout. Vous dites, je vous cite encore, dans ce désastre national, ont résisté une éthique de l'action et un courage de la vérité, ont surnagé des consciences individuelles composant une France démocratique, libérale et républicaine, en un mot lourd de sens, dreyfusarde. Vous en revenez à cette époque-là. C'est une confiance que vous avez malgré tout dans les institutions, au fond, et dans la République, puisque vous l'invoquez. Oui, alors je voudrais quand même dire que bon, j'ai pas fait ce travail pour retrouver le modèle de l'affaire Dreyfus. Et bon, j'étais plongé, en fait, depuis le début des années 2000, je travaille sur les génocides. D'abord le génocide des Arméniens, parce que, juste rappeler que les Dreyfusards ont défendu les Arméniens, dont Jaurès, donc en 1996, quand ils sont victimes des grands massacres. Donc c'est pour ça, c'est le lien, il est là. C'est pas... Mais il y a aussi le modèle quand même, disons, du fourvoiement de l'État, d'un point de vue démocratique en tout cas, dans la raison d'État aveugle. C'est-à-dire, on sait que Dreyfus est innocent, mais on va continuer, parce qu'il ne faut pas démentir l'armée, parce qu'en plus il y a une forme d'antisémitisme généralisé. Donc on va continuer malgré tout, et l'État condamne Dreyfus, l'envoie en Guyane, si je me souviens bien, au bagne, et néanmoins, il y a des ressources dans la République pour retourner la situation. Et finalement, c'est cela que vous invoquez, au fond. C'est cette minorité au départ qui a la vérité pour elle et la morale pour elle, qui néanmoins triomphe malgré les pressions, malgré les intimidations. Oui, alors, voilà, justement, il se trouve que une fois le travail fait, j'ai compris qu'on était quand même dans un schéma anti-Dreyfusard. Et aussi, et ça c'est vraiment le travail que j'ai mené sur l'affaire Dreyfus, au sein de l'État. C'est-à-dire que, je veux dire, jusque-là, on pensait que tout l'appareil d'État était anti-Dreyfusard. En fait, pas du tout. La justice a été dreyfusarde, mais par éthique professionnelle. C'est ça. Au fond, je veux dire, on ne demande pas aux gens, effectivement, d'avoir une morale donc spirituelle, voilà, qui parfois, du reste, peut aussi poser problème. D'être des saints ou des virtuoses. Voilà. Mais simplement, il y a tout simplement l'éthique professionnelle. C'est-à-dire que les militaires, en fait, font la distinction, et c'est le cas notamment du colonel Galinier, qui était un lanceur d'alerte extrêmement courageux, le général Varret également, qui était patron de la coopération militaire. On peut parler du général Sartre aussi, qui a écrit récemment un très beau texte dans la revue Études. C'est-à-dire que vous avez les ordres reçus, sur lesquels, au fond, les militaires peuvent s'interroger, non pas, bien sûr, pour ne pas les respecter, parce que le militaire doit respecter, bien sûr, le pouvoir civil, mais il y a l'éthique de la mission. C'est-à-dire que on donne une mission. Et en fait, au fond, l'éthique de la mission, elle permet parfois, effectivement, d'interroger des ordres, notamment lorsqu'ils sont en contradiction avec l'éthique de la mission. C'est tout à fait fondamental. Et les militaires ont une éthique de ce point de vue-là. Et comme je l'ai dit, dans le dossier du Rwanda, alors même que on prévoyait que les militaires allaient être, au fond, les crucifiés par la vérité historique, finalement, on se rend compte que non seulement ils ont obéi aux ordres, donc il n'y a pas de militaires factieux comme lors de la guerre d'Algérie, et qu'en plus, ils ont, pour certains, vraiment interrogé la nature des ordres et compris le théâtre de génocide, notamment au moment d'Amaryllis et de Turquoise. Et on n'aura pas, au fond, le pouvoir politique ne leur a pas permis donc véritablement de faire ce que tout le monde aurait souhaité faire, c'est-à-dire véritablement d'arrêter le génocide avec des ordres clairs. Vous voyez, il y a bien sûr eu un certain nombre de Tutsis qui ont été sauvés par les armées françaises, mais il faut se souvenir quand même que la première évacuation, donc lorsque les troupes françaises arrivent pour évacuer les ressortissants français, eh bien, c'est la veuve du président Habyarimana, que l'on soupçonne d'avoir très clairement préparé le génocide. Donc voilà, et je crois effectivement que je suis optimiste aussi parce que il y a des ressources dans notre pays, il y a ces minorités courageuses, et le rôle d'un historien, c'est aussi d'exposer finalement ces hommes et ces femmes dont on ne connaît pas l'action, si vous voulez, parce que
d'abord, effectivement, l'histoire du Rwanda, elle est faite par l'entourage de François Mitterrand, très présent quand même dans les médias, il faut le reconnaître, avec une série quand même aussi de livres. Il y a eu quand même le livre de Pierre Péan qui était extrêmement dur contre, justement, tous ces lanceurs d'alerte, que ça soit Jean Carbonard, que ça soit... que certains considèrent négationnistes, au fond, négationnistes du génocide. Alors, disons que c'est des questions aussi de terminologie qu'il n'est pas nécessaire forcément d'employer là, pour des raisons ne serait-ce que de risque de plainte en diffamation, mais simplement effectivement de dire qu'il y a eu, au fond, comme on l'atteste avec le communiqué du 18 juin, c'est-à-dire en fait une occultation de la réalité même du génocide des Tutsis, attestée par exemple, par Alain Juppé. Donc, je veux dire, là, il y a quelque chose qui échappe, si vous voulez, à l'entendement. Et quand ça échappe à l'entendement, c'est la raison d'État. Si vous voulez, les choses qu'on ne comprend pas, elles sont imposées par la raison d'État, par l'intimidation, par la menace. C'est vrai que ça a été très, très... Le général Varey, patron de la coopération, qui alerte sur le risque de génocide, est écarté de son poste. Je veux dire, le colonel Galinier doit demander son retour à Paris. Le lieutenant-colonel Jean-Rémy Duval, qui a demandé une intervention pour sauver les Tutsis de Bicêtre, va quitter l'armée quelques années plus tard. Et je veux dire, au fond, il m'a écrit lorsque le rapport a été remis, simplement en me disant... Le travail historique a réhabilité, l'action des commandos air. Et c'est bien, parce qu'il faut dire effectivement que on a des capacités, justement, notamment, et ça c'est une réflexion, je crois qu'il faut vraiment mener, comment est-ce qu'on fait pour arrêter un génocide ? Je veux dire, est-ce que finalement les armées sont prêtes à intervenir pour stopper un processus génocidaire qui quand même est qui amène quand même une vision, une destination extrêmement sombre pour l'humanité. Donc là, c'est des éléments, vous voyez, des enseignements qui doivent être conservés. Et les enseignements, pour qu'ils soient conservés et médités, il faut vraiment qu'ils aient été fondés sur une documentation précise, sur une analyse qui n'est pas du tout militante, qui est raisonnée, qui est calme, qui est méthodique. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre. Le problème, c'est que ces consciences individuelles qui font triompher, disons, la norme supérieure de la morale et de l'éthique sur d'autres injonctions, sur d'autres normes. Vous le disiez, elles sont minoritaires. On peut les invoquer après coup, mais elles n'ont pas eu le pouvoir, par définition. Votre travail, au fond, il débouche plus que sur une philosophie de l'histoire, sur une réflexion philosophique sur le sens du travail de l'historien. Après coup. En vous lisant, bien sûr, je partage votre admiration et un certain optimisme en constatant que des gens se sont dressés pour parler, mais on constate aussi, et c'est une idée de Spinoza que vous invoquez aussi, qu'il n'y a pas de force intrinsèque de l'idée vraie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on connaît la vérité et qu'on la proclame qu'on va réussir à infléchir le cours des choses. Bien sûr. Et vous avez absolument raison. Ce qu'il faut, c'est effectivement des relais, des médias. Le travail des journalistes a été vraiment essentiel. Et là, finalement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des grands journalistes qu'on connaît bien. Pierre Aski, Marie Artise, Laurent Larcher, Patrick de Saint-Exupéry, qui, il y a 30 ans, étaient présents sur le terrain ou qui, réagissaient à des situations. Donc, il faut effectivement que la démocratie, c'est pas uniquement des institutions et leur respect, et c'est aussi, tout un espace public, des lieux d'indépendance, de connaissance. Et voilà, je crois que c'est aussi, une réflexion sur ce qu'est une société démocratique. C'est aussi le sujet fondamental qui me motive. Et au fond, il y a une place pour le militantisme quand même de ce point de vue-là, parce que quand on est justement en situation de minorité et qu'on essaie de défendre la vérité de ce point de vue-là, par avance, en connaissant, en anticipant les conséquences, il y a une dimension militante. Oui. Et alors, justement, si je me permets, ça c'est important, on reprend aussi notamment ce que dit Thomas Kuhn dans l'histoire des révolutions scientifiques, c'est que, en fait, ces militants qui, parfois, ne s'appuyaient pas sur, effectivement, des données précises et qui, avaient un propos radical, qui leur a valu, du reste, parfois, d'être condamnés, en justice. Ils ont
contribué, et ça il faut vraiment le reconnaître, à maintenir le sujet. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron a décidé de cette commission, c'est parce que le sujet existait. Si le sujet existait, c'est en raison effectivement du travail des militants. Donc c'est vraiment important aussi de le souligner. Ces mêmes militants qui ont critiqué aussi mon travail et la formation de la commission, mais c'est la règle du jeu, c'est la critique en démocratie et c'est très bien. C'est la fonction essentielle du pluralisme. Merci beaucoup, Vincent Duclercq, pour cette émission très importante, je pense, au cours de laquelle donc, vous êtes venu nous présenter ce livre que je recommande vivement, très lisible, fascinant à bien des égards, pour la manière dont il est enraciné dans la documentation, pour la manière dont il engage aussi le sens même du travail de l'historien, et des questionnements fondamentaux sur nos institutions. La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République. Merci encore. Merci à vous.